Bienvenue à tous, merci d'être avec nous sur Télé 50, merci de regarder votre magazine d'actualité politique en RDC. Décryptage, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un élu, un député national, François Nzékouye, que vous connaissez très bien, habitué de Télé 50. Nous allons faire un focus sur le processus électoral, mais évidemment avec l'implication de l'Église catholique, des prêtres dans ce processus électoral. Nous allons analyser les questions principales, les sujets d'actualité qui divisent à la fois la majorité et l'opposition en République démocratique du Congo, avec des questions précises à notre invité, François Nzékouye, député national. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être sur Télé 50. Première question, est-ce que la crise congolaise, la crise actuelle, découle de la non-organisation des élections générales? Oui, absolument. Je crois que le trame de la crise actuelle est la non-organisation des élections. Essentiellement. Absolument. Et lorsque les prêtres le disent, ils ont raison. Ils ont absolument raison de dire que la crise actuelle est une crise liée à la non-organisation des élections. Alors pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, les prêtres n'ont pas une position apolitique? Ils ont une position penchée vers un autre côté. Nous le disons pour plusieurs raisons. Encore qu'il faut relativiser. Oui. Ce ne sont pas tous les prêtres qui n'ont pas une vision tournée vers les élections. Je veux parler de la Cinco. Voilà. Et encore que même toute la Cinco, oui, on ne peut pas mettre tous les évêques dans un même panier. Ça veut dire que même les évêques sont eux-mêmes divisés? Non, oui, absolument, ils sont divisés parce que moi j'ai lu, encore rélu récemment, la déclaration des évêques du 24 novembre 2017. Où ils disent la dernière déclaration. Oui. La dernière déclaration consensuelle des évêques de la Cinco, où effectivement ils font un constat que les choses vont mal, mais leur appel est clair, allons vite aux élections. Et donc unanimement, éminence cardinale, excellence évêque et révérend prêtre ont décidé de dire au peuple congolais, préparons-nous aux élections. Et là où nous avons l'impression que certains évêques, certains prêtres et certains laïcs ne comprennent pas le message des évêques, c'est en ce sens que nous voyons aujourd'hui une certaine organisation des laïcs demander à la population d'aller marcher dans la rue pour un but qui n'est pas un but électoral. C'est là que nous disons qu'il y a un bémol. Et c'est là que nous disons que l'Église catholique, particulièrement celle de Kinshasa, commence à être instrumentalisée, contrairement à la déclaration des évêques. Et je voudrais vous lire une recommandation que les évêques avaient faite, formulée à ce qui concerne la société civile. Ils disent à nous tous, chers frères et sœurs, membres de la société civile, gardons notre identité organisation politique sans nous laisser inféoder à un quelconque regroupement politique. Veillons à assurer le suivi permanent de la réalisation des activités prévues dans le calendrier électoral et interpeller chaque institution de la République suivant ses responsabilités. Voilà la mission que les évêques de la Cinco ont donnée à la société civile, à laquelle l'Église catholique appartient aussi. Voilà, pour que nous puissions aller aux élections. Mais quand nous regardons aujourd'hui leur position, la position, d'abord, les motivations des appels qu'on fait à nous, chrétiens catholiques, parce que je suis catholique, d'aller dans la rue, nous avons l'impression que c'est des causes qui défendent les intérêts des individus plutôt que défendre un processus qui doit conduire à un changement ou un statu quo qui pourrait amener sans aucun doute de nouveaux acteurs d'un camp comme de l'autre au pouvoir pour que les bien-être de la population se sentent améliorés par rapport à la situation actuelle. Mais lorsque les évêques vont dans la rue pour demander l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, il n'y a pas de mal à ça? Il y a de mal en ça. Et je vais vous dire pourquoi. Les évêques de la Cinco ont reçu mandat du chef de l'État. Oui. De parfaire l'accord de la cité de l'OUA. Ça veut dire de permettre à ceux qui n'ont pas participé au dialogue de l'OUA de revenir à la table de discussion et de poser leurs préoccupations. Et ils l'ont fait? Ils l'ont fait. Et ils l'ont très bien fait. Et là, vous les félicitez? Oui, nous les félicitons très sincèrement.
Et où est-ce que ça dérange? Là où ça dérange, c'est que dès lors que cet accord est appliqué, les évêques estiment que l'accord n'est pas appliqué. Totalement. Il n'est pas totalement appliqué. Et là, les bas blessent. Et vous n'êtes pas d'accord quand les évêques disent que l'accord n'est pas appliqué totalement? Non, pas du tout, parce que allons dans ce qui devrait être l'application de l'accord. Oui. Les éléments fondamentaux de cet accord. Oui. C'était la constitution d'un gouvernement dont le Premier ministre devait être issu du Rassemblement. La constitution du CNSA avec la présidence qui devait revenir à l'opposition. Oui. Des réformes au niveau de la CENI et des mesures de décrispation. C'est la trame. Commençons au premier point. Premier point. Oui. Nous avons un Premier ministre issu du Rassemblement. Et là où nous disons que la position des évêques est suspecte, c'est comme si les évêques avaient qualité, je ne sais leur donner par qui, de dire quand il y a division dans un camp, ils doivent choisir les bons et les mauvais. Qui donne droit au père de mon église de dire que Tchibala, Premier ministre issu du Rassemblement, n'est pas du Rassemblement? Qui dit que Chilombo, qui est resté dans une autre branche des rassemblements, est le patron du véritable rassemblement? Qui leur donne le droit de le dire? Mais déjà à l'époque, au niveau de la nomination de la personnalité qui devait être issue du Rassemblement pour qu'il soit nommé Premier ministre, vous exigiez 3 noms. Est-ce que c'est écrit comme ça également dans l'accord? Non, dès lors que l'accord n'est lié pas, non, l'accord ne donnait pas une obligation au chef de l'État de choisir un seul individu ou qu'on ne pouvait pas imposer au chef de l'État un seul nom. Il revenait du fait que l'accord dit que le chef d'État choisit le Premier ministre dans les rassemblements, le choix... L'accord disait que le chef de l'État choisit. Oui, parce que... Ou bien que le rassemblement devait présenter. On dit, voilà, le Premier ministre est issu du rassemblement. Oui. Dès lors que Tchibala, nommé par le chef de l'État, est issu du rassemblement, on considère que le chef de l'État a fait la volonté de l'accord. Mais quand l'on voit Olengankoy, président du CNSA, à la place de celui que certains auraient voulu voir, Pierre Lumbi notamment, ou même d'autres se voyaient à ses places, notamment Vital Kamerhe ou Eva Zaïba, quand ce ne sont pas l'un ou l'autre qui est là, en quoi cela veut-il dire qu'on n'a pas pris quelqu'un du rassemblement ou de l'opposition? Quand on voit la composition du gouvernement, qui prend des personnes qui étaient à la CEDEAO et ceux qui n'y étaient pas? Quand je vois un type comme, monsieur plutôt comme Oli Chimanga, je crois le ministre de la Santé, médecin personnel d'Étienne Tshisekedi, comment on peut lui refuser la qualité des membres de l'UDPS ou du Rassemblement pendant qu'ils ont milité ensemble pendant des années? Et qui peut dire que Tchibala, qui est aux côtés d'Étienne Tshisekedi depuis la fronde des 13 députés qui ont abouti à la création de l'UDPS, et le fils de Tshisekedi qui est venu en politique bien plus loin après, comment on peut dire sincèrement que parce que l'un est Premier ministre, l'autre ne l'est pas, c'est que le rassemblement n'a pas été servi? Non. Et finalement, quand on dit on doit marcher, parce que j'ai lu une déclaration des CLC qui dit particulièrement les mesures de décryptation et surtout l'abandon des charges contre des opposants en exil, pour ne citer qu'une seule personne, Moïse Katumbi. Est-ce que c'est normal que toute une église, tout un peuple, marche pour défendre les intérêts d'un individu? Est-ce que nous, catholiques, nous sommes tous des mêmes partis politiques dans un pays où on reconnaît la multiplicité des partis politiques? Est-ce que c'est juste que nous, catholiques, nous marchons pour quelqu'un qui a été condamné pour des faits comme d'autres personnes qui sont en prison et qu'on ne défende pas les cas des autres qui sont en prison? Est-ce que l'Église serait dans une attitude juste de dire que tous les criminels, ou en d'autres termes, tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi? Comment devons-nous comprendre qu'on se batte pour que Mouyambo, pour que le président de la démocratie chrétienne, j'ai oublié Diomi Nongala, qui ont commis des actes répréhensibles de par la loi, soient élargis parce qu'ils sont politiques
qui ont commis les mêmes actes restent en prison et les autres sont élargis parce qu'ils sont politiques. Ça veut dire qu'il y a des criminels de luxe et des criminels ordinaires qui ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits. Monsieur le député, mais comment vous pouvez le dire ici dès lors que, vous le dites sur un plateau d'émission, mais la majorité présidentielle a eu des engagements avec le Rassemblement, notamment sur ce point, pour que cela soit bénéficiaire d'une grâce? Non, on n'a jamais cité des noms. Mais Moïse Katumbi dans l'accord est cité nommément. Oui, Moïse Katumbi est cité nommément et il y a même un document que la Senko a produit, un plaidoyer qu'il a envoyé au chef de l'État, mais le chef de l'État est lié par la loi. Il doit soumettre ce document-là à la justice par l'entremise du ministre de la Justice pour que les instances judiciaires examinent si c'est possible ou pas. Mais s'il s'avère qu'il a été condamné pour des faits de droit commun qui lui sont reprochés, par quelle magie le chef de l'État va les gracier par rapport aux autres? De quel droit, lui, pourra-t-il bénéficier de ces privilèges pendant que les autres n'en bénéficient pas? C'est là que nous disons, si le chef de l'État les fait, il agit de manière injuste vis-à-vis des autres Congolais. Vous ne voulez pas que Moïse Katumbi revienne parce que vous sentez que Moïse Katumbi, c'est l'opposant, le rival qui peut s'opposer véritablement à la majorité présidentielle pendant l'élection. Jean-Toto, vous êtes journaliste. Oui. Vous savez dans quelles conditions Moïse Katumbi a quitté le pays? C'est de son plein gré. C'est lui qui l'a demandé. On n'a jamais chassé Moïse Katumbi de ce pays. Et revenir, personne n'a jamais empêché Moïse Katumbi de revenir au pays. Là où Moïse Katumbi a peur, et je lui dis qu'il a tort, c'est qu'il considère qu'une fois venu au pays, il va être arrêté. Mais s'il est arrêté pour des raisons qui ne sont pas justes, il a des avocats qui pourront interjeter appel et démontrer aux yeux de l'opinion que les raisons pour lesquelles il est poursuivi et condamné sont des raisons fallacieuses. Pour eux, la justice n'est pas crédible. Non, Jean-Toto. Ils ont peur de notre justice. Jean-Toto, oui. Moi, à sa place, je reviendrai au pays. Avec cette justice? Avec cette justice, parce que je crois à la justice. Et même si je n'y croyais pas, je reviendrai au pays pour montrer que moi, je n'ai rien à me reprocher. Et que le peuple se rende compte que je suis un homme juste. Et vous pensez que si Moïse ne vient pas, parce que Moïse se reproche de quelque chose? Absolument. Parce que s'il n'avait rien à se reprocher, il reviendrait et il démontrerait à l'opinion. Il ne manque pas de canaux de communication. C'est un homme qui a des réseaux de communication qui peut démontrer et à la population et à l'opinion nationale et internationale qu'il est innocent. Et il pourrait à ce moment-là être plus populaire. Et donc je trouve que... je lui donne des conseils que je n'aurais peut-être pas dû lui donner, mais je trouve qu'il agit contre ses propres intérêts en restant à l'extérieur. Mais au regard de tout votre argumentaire, notamment la nomination d'un Premier ministre, la désignation au niveau du président du CNSA, la Senko estime que vous avez, vous, la majorité présidentielle, l'art d'embrouiller les choses. Mais de quel droit ils ont à s'exprimer sur ce sujet? Je vous rappelle encore une fois quand même que la Senko n'a pas agi mutu proprio, comme on dit en droit, de sa propre initiative. La Senko a agi à la demande du chef de l'État. Et ils ont rendu les rapports. Rappelez-vous encore une fois de ces faits. Ils ont dit, voilà, nous avons bouclé l'essentiel du travail, il ne reste que 2%. Et que nous vous demandons à vous, chef de l'État, de finir le travail que nous n'avons pas fini. Dès lors que c'est le chef de l'État qui est le mandant du travail qu'on a confié à la Senko, et que le chef de l'État estime que la manière de résoudre ces 2%, c'est de confier, notamment pour ce qui concerne les CNSA, la tâche au président des chambres du Parlement, de voir de quelle manière organiser les CNSA et de prendre lui sa décision, après avoir consulté toute la classe politique de nous-mêmes Premier ministre, en quoi la Senko devrait-il juger l'action de son mandat, parce que lui n'avait pas initiative personnelle. La Senko se met dans une situation d'un arbitre. Pourtant, la Senko n'était pas arbitre. La Senko était un médiateur envoyé par le chef de l'État. Et il n'avait de comptes à rendre qu'au chef de l'État et non au peuple congolais. Parce que le peuple congolais ne lui a pas donné ce mandat de réunir la classe politique. Et donc, de quel droit la Senko peut se prononcer pour dire que l'accord a été bien ou mal appliqué, dès lors que lui-même considère que 90% a été appliqué et qu'il ne restait que 2% et les 2% aussi a été appliqué. C'est là que nous disons que la Senko confond de rôle. Parce que personne ne lui a jamais donné ce rôle de juger
de cet accord-là. Parce que le juge de l'accord, c'est celui qui a demandé à ce qu'il rassemble ceux qui n'étaient pas là et qui lui en fassent rapport pour que lui prenne des décisions qui permettent à ce que le pays avance. Alors, quel est encore le mal y a-t-il lorsque le prêtre demande au chef de l'État de faire une déclaration publique pour décrisper la tension sociale, politique dans le pays? Est-ce que ça c'est difficile à faire? Ce n'est pas que c'est difficile à faire, mais en droit on dit que c'est superfétatoire. La Constitution a fixé au chef de l'État 2 mandats successifs, au-delà desquels il ne peut plus se présenter. Le chef de l'État, dans son discours sur l'état de la nation de l'année dernière, a dit, pour ceux qui s'inquiètent sur mon sort, qui se rappellent que mon sort est déjà réglé par la Constitution et que nous ne changerons pas la Constitution. À l'accord de la Saint-Sylvestre 2016, dans le préambule de l'accord, on dit encore une fois, entendu que le chef de l'État ne se présentera pas à un 3e mandat successif et qu'il y a un engagement de ne pas modifier la Constitution avant les élections. Ça veut dire que cela est consigné et dans la Constitution et dans l'accord, et le chef de l'État l'a dit publiquement dans son discours sur l'état de la nation. De quelle manière veulent-ils encore qu'il s'exprime? Alors, vouloir que le chef de l'État le fasse de manière expresse, ça veut dire que eux, ils pensent que le chef de l'État est en capacité de faire ce que la Constitution ne lui donne pas le droit. Ça veut dire qu'ils veulent, de manière insidieuse, lui suggérer de violer la Constitution, que lui, en tant que garant de la Constitution, dit devoir respecter. Peut-être que vous avez une autre façon de voir les choses, mais lorsque nous recevons quelques acteurs importants de la majorité présidentielle, il y en a qui disent ici sur nos plateaux, nous voulons voir le chef de l'État poursuivre son œuvre. Ils le disent. Mais c'est leur droit. Et moi, je peux dire... Et c'est ce qui fait peur. Non. Entre vouloir quelque chose et en avoir le droit, il y a une marge. Moi-même, je voudrais bien, sincèrement, si on demandait mon avis, j'aurais souhaité que Kabila continue. Mais est-ce que la Constitution, qui est le document qui nous régit tous, le lui permet? J'ai dit non. Étant donné que la Constitution ne lui permet pas et que lui-même dit qu'il va respecter la Constitution, c'est qu'il y a moyen qu'il continue son œuvre sans être nécessairement président. Donc, parce qu'il est éligible à d'autres fonctions et même s'il ne veut pas concourir à une autre élection, il peut rester le chef de notre majorité. Mandela a continué à diriger l'ANC, à être une personnalité morale, respectée, influente au sein de l'ANC, sans être président de la République. Notre chef de l'État peut tout aussi continuer à nous diriger en tant que fait privé, en tant que majorité fait privé, sans être chef de l'État, et rester notre autorité morale. En quoi cela dérangerait? Monsieur le député, ça veut dire que les prêtres qui nous suivent en ce moment peuvent être rassurés qu'en 2018, lors de l'élection présidentielle, Joseph Kabila, notre président, ne sera pas candidat. Parce qu'il a dit qu'il respecterait la Constitution ou qu'on ne changerait pas la Constitution. Qu'est-ce que dit la Constitution? C'est différent, respecter la Constitution. Mais comment c'est différent? Parce que la Constitution ne lui donne pas possibilité de briguer notre mandat. Mais cette Constitution donne possibilité d'être révisée. Mais dès lors qu'on dit qu'on ne révisera pas la Constitution, les 2 conditions étant réunies, alors par quelle magie les chefs de l'État se présenteraient? Dès lors qu'ils savent que certaines dispositions de l'accord ne sont pas respectées. Mais ils disent que les dispositions de l'accord ne sont pas respectées. Pourtant, moi je me plains, en tant que majorité, de voir l'espace du pouvoir occupé par l'opposition. Est-ce que vous croyez que nous, les gens de la majorité, nous sommes contents de voir que nous sommes battus à côté de Kabila pour gagner les élections en 2011 et que toutes les sphères d'influence dans le gouvernement, ou une bonne partie, sont occupées par les opposants? Est-ce que nous n'avons vraiment pas fait des sacrifices en tant que majorité en acceptant que nous puissions avoir un Premier ministre à 2 reprises venant de l'opposition et que nous ayons un vice-premier ministre issu de l'opposition, des ministres d'État issus de l'opposition et des ministres occupant des postes importants de la République? Je peux citer les infrastructures, je peux citer les budgets et autres occupés par l'opposition. Est-ce que quand nous sommes allés aux élections, nous nous sommes dit qu'à l'issue des élections, nous partagerons le pouvoir avec ceux qui nous ont combattus? Croyez-vous sincèrement que nous sommes heureux de ça? Non. Mais une autre disposition importante également, c'était au niveau de la CENI. Il n'y a pas confiance, il n'y a pas crédibilité. Il y a cette rupture entre l'Église, entre les prêtres, avec cet organe et les personnes qui l'animent. Pour quelle bonne raison, chère Florise? Parce que les prêtres disent avoir pris acte du calendrier proposé par la CENI. Disent
que nous allons veiller à l'application de toutes les étapes nous amenant aux élections. Y a-t-il une étape qui a été violée par la CENI? À ma connaissance, non. J'ai appris hier que la CENI a clôturé le processus d'enrôlement. Ils vont sans doute, dans quelques jours, passer au dédoublonnage des fichiers électoraux parce qu'il y a probablement des personnes qui sont enrôlées 2 fois. Et puis, ils ont commandé cette machine qui va réduire les temps et les coûts des élections, qui n'est pas une machine électronique, mais qui est une machine à imprimer les bulletins de vote. Un seul bulletin au lieu d'avoir un journal à imprimer, et qui calcule au même moment qu'on peut produire un PV. Et donc, nous avons plutôt des avancées. L'accord de la CENCO a prévu que l'on puisse changer la tête ou les animateurs de la CENI. C'est en train de se faire. Le MLC a changé son délégué. La majorité présidentielle a changé son délégué en taille questeur. J'ai appris que l'UDPS avait écrit pour pouvoir changer son représentant. Le processus est en cours. Ça tarde. En quoi ça tarde? Parce que 2 acteurs, oui, l'un de l'opposition, l'autre de la majorité, ont changé. Et ceux qui ne veulent pas changer, pourquoi devons-nous les obliger à changer les acteurs dès lors qu'ils ne veulent pas? Si la société civile estime qu'ils sont contents de la présence de Corneille Nangaa, nous qui sommes de la majorité ou ceux qui sont de l'opposition ont quel pouvoir de vouloir les changer? Donc avec cette lecture de fait générale que vous venez de faire tout à l'heure, il n'y a aucune bonne raison de tenir aujourd'hui des marches dans le pays. Non, il n'y a vraiment pas de bonnes raisons. Il faut que le peuple congolais se laisse instrumentaliser. Il cesse plutôt de se faire instrumentaliser. L'Église catholique cesse de donner l'impression qu'il est inféodé par un courant politique. Ce n'est qu'une impression. Je préfère parler en termes d'impression. Oui. Parce que dire autrement, je ferai des accusations. Oui. Et je ne suis pas là pour accuser mon Église. Oui. Et j'ai dit que arrêtons de faire des marches qui sont des actes qui, manifestement, démontrent qu'on est en train de défendre les intérêts d'un individu plutôt que de défendre les intérêts du peuple. Le peuple, ce dont il a besoin, ce sont les élections. Et les élections sont en train de se préparer. Chez nous, à la majorité, vous sentez une effervescence pour aller aux élections. Mais nous ne sentons pas la même chose du côté de nos amis de l'opposition. Et eux, on a l'impression qu'ils veulent profiter de la force de notre Église, l'Église catholique, pour pouvoir faire ce que l'Église interdit. L'Église, dans sa recommandation du 24, dit qu'il faut que les partis politiques évitent tout acte tendant à prendre le pouvoir par la force. Et donc, préparons-nous aux élections selon la volonté ou le message, l'encouragement de nos évêques, que nous allions aux élections et que les meilleurs gagnent pour que le pays aille de l'avant. Et si il vous était demandé de lancer un mot au cardinal Mosengo qui vous écoute, qui vous suit en ce moment, que lui diriez-vous? Je lui dirais que j'ai beaucoup de respect pour lui. Il a été un grand formateur des acteurs de la classe politique congolaise, de la majorité comme de l'opposition. Formateur. Formateur. Il est père de l'Église et il doit nous aider à ce que, opposants comme majorité, nous puissions aller à la messe la main dans la main parce que nous sommes tous fils de Dieu. Que nous puissions échanger les signes de la paix avant l'Eucharistie sans regarder qui est notre voisin. Et nous puissions prier Notre-Dame de la paix pour notre pays tous ensemble parce que nous sommes fils du même Père, nous sommes tous chrétiens, certains sont catholiques comme moi et lui, Mosengo, et d'autres sont chrétiens d'autres confessions ou d'autres sont simplement croyants. Faisons en sorte que notre pays aille de l'avant, que le message de notre Père de l'Église de Kinshasa doit être le message de la CENCO. Allons vite aux élections pour que ceux qui doivent nous diriger demain soient connus et choisis librement par le peuple souverain. Mais Koko Nyangi appelle que l'Église catholique soit fermée. Et si on l'a fermée, vous allez communier où? Tel est le point de vue de Koko Nyangi. Moi, en tant qu'acteur politique de la majorité présidentielle, j'ai mon point de vue. Mais... Et c'est cela la beauté de la majorité, où on peut avoir des points de vue divergents. Moi, j'estime qu'il n'y a pas nécessité de fermer l'Église catholique. L'Église catholique a rendu des services énormes à cette nation et continuera à en rendre. Simplement, quelques acteurs de notre Église doivent revenir à leur mission. Ils sont là pour prêcher l'Évangile aux bons et aux méchants,
Ils sont là pour que tous les enfants de Dieu aillent au ciel et que la paix règne sur terre. Je déplore et je présente des condoléances aux familles de ceux qui ont perdu leur vie injustement pendant ces marches, certains par balles perdues, d'autres par des personnes de mauvaise foi en civil, comme nous en avons vu dans des vidéos hier, d'autres par des bavures de la police, parce qu'il faut reconnaître que tous les éléments de la police ne sont pas bons et que nous avons une police organisée. Dans l'ensemble, ils font du bon travail, mais comme dans toute organisation, il peut y avoir des brebis galeuses. Et donc, nous déplorons ces morts et nous disons à l'Église, cessons d'envoyer nos enfants dans la rue, donner la mort pour la cause des individus. Mourir pour la nation vaut la peine, mais mourir pour un homme pécheur comme vous et moi ne mérite pas qu'on puisse sacrifier sa vie. Mais vous aussi ne mourrez pas pour le président de la République. Je n'ai aucune intention de mourir. Vous, la majorité. Nous n'avons pas l'intention de mourir pour Kabila et Kabila n'a pas besoin qu'on meure pour lui. Kabila veut qu'on aille aux élections. Kabila veut que celui qui va être élu soit devant lui et qui lui cède les flambeaux de la République, qui est une passation civilisée du pouvoir démocratique du Congo, qu'il soit quelqu'un de l'opposition qui soit élu comme de la majorité, Kabila passera les flambeaux et le Congo nous survivra tous. Personne n'est éternel. Personne ne veut que le Congo meure. Voulons que le Congo aille de l'avant. Reconnaissons les mérites de Kabila. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Sachant que l'œuvre de Kabila est perfectible, c'est un humain, et l'œuvre de la majorité l'est également. Et donc, sachons aller de l'avant en reconnaissant les biens que nous avons faits et aussi en ayant l'humilité de notre part de reconnaître les faiblesses que nous avons eues dans l'action que nous avons réalisée pendant ces 2 mandats. François Nzikouye, vous êtes député national de la majorité présidentielle. Merci d'être venu sur ce plateau et de répondre aux questions de décryptage. Ce sera toujours un plaisir d'être chez vous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Portez-vous bien. À très bientôt avec le même plaisir.